Sous le cercle polaire, à l'est de la Sibérie, se trouve l'une des zones habitées les plus froides du globe, la Yakoutie. Ici vit un peuple singulier, dont on ignorait totalement les origines, jusqu'à ce qu'une équipe d'archéologues et de généticiens se penche sur cette énigme. En Yakoutie, les températures peuvent atteindre moins 70 degrés l'hiver. L'été, le thermomètre affiche souvent 30 degrés, 100 degrés de plus qu'en hiver. Ici, pendant des siècles, plusieurs peuples ont cohabité. Des nomades chasseurs de rennes qui ont aujourd'hui quasiment disparu. Mais aussi un peuple qui, lui, a survécu jusqu'à nos jours. Les Yakoutes, des éleveurs de chevaux, à la langue et à la culture totalement différentes de celles des chasseurs de rennes. D'où viennent les Yakoutes? Comment ont-ils réussi à survivre au pays des glaces? Les archéologues vont nous raconter l'histoire d'une adaptation réussie. On a peu d'exemples dans l'histoire d'une adaptation aussi probante à un milieu extrême. Celui des Vikings est souvent cité, qui sont partis coloniser au Moyen-Âge le Groenland, mais qui ont échoué, car en effet, le climat était bien trop rude et ils étaient trop éloignés des conditions auxquelles ils étaient habitués. Comment donc les Yakoutes y sont-ils parvenus? Comment ont-ils réussi à s'adapter avec autant de succès? Jusqu'à présent, c'était une énigme. Mais Éric Krubézy et son équipe se sont penchés sur la question et les réponses qu'ils apportent ne sont rien moins que fascinantes. Demande à Sergueï, il a déjà vu des coffres comme ça ou pas? Éric Krubézy est archéo-anthropologue. Depuis 10 ans, avec ses collègues Yakoutes, il cherche à comprendre l'origine de ce peuple et mène ici des fouilles pionnières. Splendide, hein, ce coffre. Très beau. En Yakoutie, le sol est gelé 10 mois de l'année. Les archéologues ne peuvent donc fouiller que pendant quelques semaines, l'été, lors de la courte période de dégel. Vincent, descends parce que ça va se casser. La clé pour comprendre l'histoire des Yakoutes réside dans ces tombes, creusées entre le XIVe et le début du XXe siècle. Elle a torché. Oh. Super. Ouais, génial. Ouais. Attention, ne t'approchez pas de là, ça va tomber. En Yakoutie, le froid peut conserver les corps pendant des millénaires. Oh. Ah, elle a un autre manteau avec du tissu rouge. Les vêtements et les objets funéraires qui accompagnent le défunt sont quasi intacts. Ils offrent à Éric de précieux indices pour déterminer l'origine des Yakoutes. C'est vraisemblablement une femme. Tu as toutes ces perles, ces bordures perlées là qu'on voit tout de suite sur les bottes. Si tu veux, il y en a au niveau des moufles. On voit ce manteau avec une lisière. Oui. Et on voit qu'il y a deux couleurs, donc deux fourrures différentes. Ça devait être son manteau d'apparat, peut-être même son manteau de mariage. Au XIXe siècle, les gens parlaient encore de ces grands manteaux yakoutes qu'avaient les femmes, et elles mettaient plus de 3 ans pour les réaliser pour leur trousseau. Mais pour Éric, ce qui est encore plus intéressant dans cette tombe, c'est le cercueil. Regarde, tu as un grand coffre. Ah oui, qu'on voit ici. Voilà. Un second coffre qui est là. Et là, tu as un tronc évidé avec le corps à l'intérieur. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu dans le sud, en Mongolie, et qui était une pratique funéraire du sud pour les gens d'importance. En fait, plus les gens étaient importants, plus on multipliait les contenants. Des rites funéraires mongols. Et si les Yakoutes venaient de Mongolie? Éric a déjà envisagé cette hypothèse, car une étude linguistique a montré que les Yakoutes avaient une langue proche de celle parlée dans une région tempérée, qui va du nord de la Mongolie au sud du lac Baïkal. Les découvertes faites en fouille
viennent confirmer cette hypothèse. Quand, alors, aurait eu lieu cette migration vers le cercle polaire ? Pour répondre à cette question, nous partons pour Iakoutsk, la capitale. C'est là que sont conservés les plus anciens objets découverts dans les tombes. Ils ont été précieux pour l'enquête d'Éric. Je vais te montrer du mobilier ancien, Peter. Regarde ça. Là, il y a Un étrier. un étrier. Ces objets ont été trouvés dans des tombes des 14e et 15e siècles, peut-être la date à laquelle les Iakoutes sont arrivés en Sibérie. Quand on regarde ce mobilier, si tu veux, cet étrier, il est asymétrique, tu vois. Ça, c'est très large, là, c'est très court, tu vois. Ça permettait, par exemple, de monter plus rapidement un cheval. C'est quelque chose qui est assez courant dans toute la région du Baïkal. Voilà. Et le mors est asymétrique aussi. Et ce type de lame, c'est une lame qui est inconnue dans la région. Enfin, ils l'ont trouvée dans une tombe ancienne, 14e, 15e siècle. Alors ça, c'est caractéristique de ce qui se trouve dans la région du Baïkal, à la même époque, et qui est quasiment arrivé, certainement, directement de Mongolie. Le puzzle semble donc se mettre en place. Au XIVe siècle, des cavaliers mongols auraient migré vers le nord, en remontant l'Aléna, et ils auraient trouvé les moyens de survivre dans cette région hostile. C'est le scénario qu'Éric défend. Pour le confirmer, l'archéo-anthropologue a fait appel à sa spécialité, la paléogénétique, une discipline novatrice en archéologie. Depuis plusieurs années, Éric et ses collègues Iakoutes collaborent avec les populations des villages. Ils prélèvent des échantillons d'ADN sur leurs habitants. Allez-y. Merci. Pardon. Здравствуйте. Bonjour. Bonjour, mesdames. Madame, bonjour. Здравствуйте. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Ah, je m'adresse à madame parce que je crois que c'est elle, la chef de l'administration. Donc, tu lui dis que je la remercie de nous accueillir dans le village. Donc, je vais commencer les prélèvements avec madame. Alors, madame est originaire du village et elle sait si ses parents sont nés ici. D'accord, donc elle se met debout. Là. Ça va aller vite et ça fait pas mal. Donc il n'y a pas de... Et je la remercie déjà de participer à ça. Ah. Éric pratique donc des tests salivaires. Ils seront analysés en laboratoire et comparés à l'ADN prélevé sur les momies retrouvées en fouille. Спасибо. Il a déjà effectué des centaines de prélèvements similaires et ils donnent tous le même résultat. Les Iakoutes d'aujourd'hui sont bien les descendants des premiers arrivants venus de Mongolie et du sud du lac Baïkal vers le XIVe siècle. Qu'est-ce qui a pu motiver les Iakoutes de l'époque à migrer jusqu'ici et à s'y installer surtout? Alors, il y a une hypothèse qui est un peu politique. L'empire de Gengis Khan éclate. Il y a beaucoup de tribus qui migrent vers l'ouest. Ça, c'est des éléments qui sont connus. Mais il y en a certainement qui ont pu migrer aussi vers le nord. Politiquement, ils n'étaient plus la bienvenue dans le sud. Donc, c'est ce qui a dû les pousser vers le nord. Mais comment expliquer que ces hommes et leurs bêtes aient pu survivre sous de telles latitudes où les températures avoisinent parfois moins 70 degrés? Les Iakoutes se seraient-ils adaptés biologiquement?
les archéologues ont découvert qu'une partie de la réponse résidait cette fois dans l'ADN de leurs chevaux. Habituellement, ces animaux ne peuvent résister à des températures aussi basses. En comparant le génome des chevaux modernes à celui des chevaux retrouvés dans des tombes, les scientifiques ont découvert les clés de leur adaptation. Ce type de cheval peut résister aux rigueurs de l'hiver sibérien. Comment il peut résister à ça? Comment c'est Et possible? tous ces chevaux ont une morphologie qui est particulière, tu vois, c'est pas un très grand cheval, tu vois, tu serais à côté d'un cheval de pur sang anglais, il serait là, donc il est plutôt petit avec ses pattes qui sont assez courtes. Et même, d'après certains spécialistes, il y a les oreilles qui sont un peu plus petites parce que c'est la première chose qui gèle, en fait. Ça, c'est sa morphologie. Mais en fait, aussi, de point de vue fonctionnement, si tu veux, ce sont des chevaux qui engraissent énormément en été. Alors là, tu vois, on est en août et il est pas maigre, hein, pas maigre du tout. Bien. Oui, mais ça va encore augmenter tout août, tout septembre. Et puis ensuite, il va maigrir progressivement durant l'hiver. Et donc il est venu ici et il a muté, littéralement, physiquement. Parmi les chevaux qui sont venus ici, il y en avait quelques-uns qui portaient effectivement une mutation qui leur servait à rien dans le sud, si tu veux. C'est un processus génétique, que chacun a des mutations qui lui servent à rien, mais quand dans un certain environnement, ils peuvent s'exprimer. Et très rapidement, c'est ce qui fait une particularité de la Yakoutie, en moins de quelques centaines d'années, tous ceux qui n'avaient pas les bonnes mutations ont disparu, et ceux qui avaient les bonnes mutations ont prospéré. Et donc ce cheval a des gènes qui sont identiques à certains gènes d'humains qui vivent dans les grands froids, mais aussi à des gènes de mammouths laineux. Ces chevaux ont été amenés par les hommes. Est-ce qu'eux aussi se sont adaptés physiquement, biologiquement? Tout à fait. Hein. Si on regarde les Yakoutes, eux aussi sont plutôt petits, trapus, comme les Esquimaux par exemple. Donc ils se sont adaptés physiquement, biologiquement. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un pool qui avait ces fameuses mutations, un peu comme les chevaux. Ce qui est aussi possible, c'est que les ancêtres des Yakoutes, quand ils sont arrivés ici, se sont mêlés aux populations environnantes, qu'il y a eu des échanges de gènes avec des gens qui en fait étaient déjà adaptés sur place au froid. Et ça, c'est vraiment les études en cours qui vont nous permettre de préciser ces éléments. Cette adaptation biologique n'a certainement pas suffi à la survie de ces hommes dans la région. Les archéologues ont découvert que les Yakoutes se sont aussi adaptés culturellement à leur nouvel environnement. Et c'est sûrement une des clés de leur réussite. Voilà les réserves. L'archéologue Rosalia Bravina va me montrer des preuves de l'adaptabilité de ces éleveurs venus des steppes. Les Yakoutes arrivent en Sibérie avec un mode de vie des steppes, où règne un climat beaucoup plus clément. Comment se sont-ils adaptés? Quand les ancêtres des Yakoutes ont migré sur le territoire actuel de la Yakoutie, ils ont apporté avec eux leur culture venant des steppes. À l'époque, ils utilisaient des petits arcs comme celui-ci, qui est typiquement mongol. On retrouve ce type d'arc uniquement dans les tombes anciennes. On a découvert qu'ensuite, ils ont adopté le grand arc des tribus nordiques, plus adapté à la chasse aux rennes. Et regarde, ça c'est un batas, une sorte de lance. Les ancêtres des Yakoutes venant du lac Baïkal maîtrisaient la conception d'objets en fer. Mais le fer se casse avec le froid. Alors ils ont trouvé un moyen pour que le fer ne durcisse pas trop vite lors de sa fabrication. Ils l'ont chauffé beaucoup plus doucement et il est ainsi devenu résistant au froid. Les Yakoutes ont donc adapté leur savoir-faire et adopté de nouveaux usages. Une évolution qui leur a été largement profitable. Les archéologues ont en effet découvert que sur ce territoire, ils n'ont pas seulement survécu, ils ont plutôt très bien vécu, et même prospéré. J'accompagne Christiane Petit. Dans l'équipe d'Éric, c'est elle qui étudie les objets qui accompagnent les défunts. Elle va examiner une tombe que l'équipe vient d'ouvrir et qu'elle n'a pas encore vue. Pour cela, il nous faut gravir les collines qui bordent la vallée de la Léna.
Dieu, mais il y a des bijoux partout. T'as vu toutes les perles? Les perles, et puis t'as tous les éléments en alliage cuivreux. Ah, puis tu vois, regarde là, il y en a un, regarde avec les chevaux stylisés. Tu le vois là? Oui, là, sur les côtés. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle là. Pour l'archéologue, le style des objets montre que cette tombe date de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. À cette époque, les Russes annexent la région. Ils en font une plaque tournante du commerce international. Les Yakoutes vont profiter de cette situation. Tu vois, ces perles bleues, on appelle ça des padre beads. Donc, tu en as qui ont cette forme-là, et tu en as des plus petites. D'accord. Donc, elles sont d'origine différente. Alors, il y en a qui sont chinoises, et puis tu en as d'autres qui sont d'origine plutôt vénitienne. Ah oui, donc carrément des deux côtés. Ou de Bohème. Ou de Bohème. Tu vois, il y a eu des grosses productions de perles en Bohème. Ces perles d'importation lointaine ornaient donc richement certains vêtements yakoutes, signe de leur opulence. Christiane a pu restituer la magnificence de leurs costumes. Manteaux, robes, même certains sous-vêtements étaient décorés de milliers de perles. Là, elle a un torque. Au niveau des bijoux, elle a quand même beaucoup de choses. Hein. Donc, tu vois, elle a les boucles d'oreilles qu'elle a dû porter. Donc, il y en a peut-être une autre sous la tête. Et alors là, oh, c'est étonnant. Il y a trois chevalières, là. Regarde ça. Tu les vois, là, les trois bagues? L'une à côté de l'autre. Ouais, là, elles sont accrochées à la boucle d'oreille. Alors ça, c'est étonnant. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas... Ces chevalières, c'est quelque chose d'exceptionnel, quand même. C'est les chefs de clan qui portent ça. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi elle renvoie, ce qu'elle signifie? Eh bien, ça renvoie en fait à une organisation par les Russes de la société yakoute. Les Russes se sont en fait basés sur des chefs de clan pour organiser le commerce. Et ils en ont fait des ducs. Donc c'est pour ça qu'ils leur ont offert des chevalières avec des armoiries. Pourquoi ici? Pourquoi les Yakoutes en particulier? Parce que les Yakoutes ont été utilisés en fait pour convoyer et pour organiser en fait le transport des matériaux et des biens entre la Russie et la Chine. D'abord entre la Russie et l'Europe et la Chine, et ensuite de la Chine vers l'Europe, parce que la soie, elle vient dans l'autre sens. Tout ça par voie de terre? Par voie de terre, oui. En fait, ce sont des cavaliers, et donc ils peuvent transporter des choses. Certains voyages peuvent durer des mois. Les Yakoutes ont donc su s'enrichir grâce au commerce mené par leurs envahisseurs. Mais les archéologues ont découvert que les Russes ne leur ont pas apporté que la prospérité. Ils leur ont aussi transmis de graves maladies. Dans la vallée, l'équipe s'apprête à sortir le corps de la première momie découverte afin de procéder à son autopsie. On décolle de 10 cm, juste pour voir. 10 cm. Et à 3, d'accord? Et vous tirez bien. 1, 2, 3. Ouais, si c'est bien. L'opération est délicate. Ouais, bah c'est bon, alors on est pas mal. Faut tendre, voilà. Attendez, Non, ne bougez non, pas. je vous ai dit, il faut prendre au milieu, là. Voilà. Voilà. Là. Il faut intervenir vite, car le corps qui repose sous terre depuis le XVIIIe siècle s'abîme au contact de l'air. Attention, il n'y a plus personne là derrière. Hein. Voilà. Si, c'est bon. C'est bon, elle est parfaite. Annie Jorot, qui est médecin légiste, dirige les opérations pour installer au mieux son laboratoire de fortune. Vas-y, tourne, Kiki. Tourne. Et voilà. Ouais, c'est pas mal, là. Tiens, regarde, Christiane, il y a une couture, donc en fait, il faut que je décolle comme ça, hein, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Pour nous, archéologues, la découverte d'un défunt aussi bien conservé est toujours un événement. Il faut y aller petit à petit, en fait, tu vois. Voilà, Annie Jorot veut examiner le corps. Wow. Il lui faut d'abord dégager les différentes couches de vêtements. Eric, on peut y aller, là. Waouh. Hop, regardez ça. Attends, ça, c'est fragile. C'est Attends, une ça lisière décolle. qui en fait partie. Voilà, tac. Là, c'est un peu collé. Voilà. Elle cherche à connaître l'état de santé de cet individu au moment de sa mort. Les vêtements, les ornements, la parure, tout ça est très très bien conservé. Qu'en est-il du cadavre? Est-ce qu'il est dans la norme de ce que tu as l'habitude d'étudier ici en Yakoutie? Alors ici, en l'occurrence, le cadavre est quasiment squelettisé. Néanmoins, tu vois quand même des zones de momification. Ici, ce sont des momifications naturelles. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est le froid qui va te déshydrater les tissus, qui vont sécher, et ça va te donner comme du cuir. Donc tu vois, par exemple, ici, voilà, tu vois la peau qui est relativement bien conservée au niveau de la mandibule. Et
Et surtout, tu vois, elle est bien conservée en dessous, au niveau du menton, avec la partie toute supérieure du cou. Les oreilles et les cheveux sont également bien conservés, mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble du corps. Même si les tissus sont très dégradés, on va quand même étudier sur place les os. Parce que sur certaines maladies, notamment par exemple la tuberculose, tu peux avoir des stigmates de lésions au niveau de l'os. Tu parles de tuberculose. Est-ce que tu as pu déterminer d'autres maladies sur base d'autres échantillons, d'autres cadavres? Alors en fait, on en a caractérisé 3 grandes. Ici, c'est la tuberculose, avec vraiment une atteinte relativement, enfin une diffusion relativement importante. On a des épidémies de variole. Et puis on a aussi des épidémies de coqueluche. Alors malgré ça, c'est quand même une population qui a vraiment particulièrement résisté, puisque entre à peu près le milieu du 18e et actuellement, ils ont quasiment multiplié par 10 leur population. Alors que les autres peuples de Sibérie, si tu veux, se sont quasiment éteints. Et à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette résistance comme ça, particulièrement marquée à ce type de maladie? Ces populations yakoutes sibériennes, si tu veux, 2000 ans avant notre ère, avaient déjà été confrontées à des peuplades européennes. Et qui dit confrontation avec les peuplades, dit confrontation avec leurs germes. Et donc on pense que, tu vois, ils ont résisté à force d'être confrontés à ce type d'infection à ce moment-là, ils ont augmenté leur capacité de résistance. Ce qui fait que quand les Russes arrivent au 18e, ils ont cette potentialité, tu vois, de résister à ces épidémies, alors que les peuples du Nord, eux, ils sont totalement naïfs vis-à-vis de ces germes, et eux, tu vois, ils ont été quasiment décimés, quoi. Les Yakoutes ont donc survécu au froid, à l'annexion russe et à son cortège de maladies. Pour leur rendre hommage, Eric a souhaité me montrer une tombe un peu spéciale. Nous sommes accompagnés par Lyubomira Romanova. Elle appartient à la nouvelle génération des archéologues yakoutes. On y est, tu vois. On arrive à la tombe de cette jeune fille très particulière. Grâce à sa ceinture, les archéologues pensent qu'il s'agit certainement d'une chamane. Un personnage emblématique de la société yakoute, chargé notamment de faire le lien entre le monde des morts et celui des vivants. Toi, Lyubomira, qu'est-ce que tu ressens en tant qu'archéologue et yakoute lorsque tu fouilles comme ça la tombe de quelqu'un qui est ton lointain ancêtre? Pour moi, c'est vraiment une grande chance de pouvoir assister à ces fouilles, parce que c'est merveilleux de voir l'histoire de mon peuple. Mais les Yakoutes, en général, nous, on a peur de la mort, en général. Les gens, quand on est sur le terrain, par exemple, les locaux, ils viennent voir, mais ils ne se rapprochent pas trop des tombes, parce qu'il y a toujours cette idée que la mort peut contaminer. Mais en même temps, ils sont très curieux. Donc, ils sont curieux de savoir, voilà, les gens, ce qu'ils portaient, le mobilier, avoir les costumes, les bijoux. Et là, on voit bien vraiment la ceinture de cette jeune femme qui est magnifique, avec plusieurs perles de différentes couleurs. Et c'est beau à voir aussi. Oui, non, tout à fait, c'est magnifique. Mais dis-moi, Eric, au-delà de l'archéologie funéraire, c'est véritablement l'histoire des Yakoutes que toi et ton équipe avez mis en évidence. Totalement, c'est-à-dire que je dirais que c'est un des grands intérêts de cette étude, c'est de montrer que ces gens qui sont venus du Sud se sont adaptés, tant physiquement que culturellement. Leurs chevaux se sont adaptés. Et c'est un bel exemple parce que finalement, cet exemple yakoute a une portée qui est beaucoup plus générale. Nos travaux sur l'adaptation vont beaucoup plus loin que le cas yakoute lui-même. Et c'est, je dirais, peut-être un des avenirs de cette recherche, vraiment de se placer dans des questions du présent. La leçon de Yakout est à retenir.